Un bon leader, c'est quelqu'un qui, pour moi, a la capacité à faire en sorte que les gens se lèvent, que les gens le suivent, d'inspirer les gens en donnant du sens aux choses, en étant la personne qui casse un peu les règles établies, capable de sortir du cadre. Et le leader, il est plutôt quelqu'un, je le répète, qui est suivi parce qu'il donne du sens aux choses. Bonjour à tous, Sophie Chenel, conférencière formatrice experte du pas de plus et fondatrice de la méthode START, qui, tous les mois, propose un interview avec une personne qui s'y connaît en leadership, en management. Et aujourd'hui, on n'échappe pas à la règle puisqu'on a bien sûr Gabriel, aujourd'hui, qui va nous parler de leadership et de management. Bonjour Gabriel. Bonjour. Aujourd'hui Gabriel, c'est un expert dans le marketing et les ventes. C'est une personne qui a traversé également l'Atlantique comme moi, mais plutôt aux États-Unis. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le marketing. Il a formé plus de 600 commerciaux dans 11 pays du monde. Et aujourd'hui, il va nous parler de leadership. Qu'est-ce qu'un bon leader ? Qu'est-ce qu'un bon leader ? Alors, je dénonce justement le fait que l'on oppose trop souvent le leader et le manager. C'est tout l'objet de ce livre et de ma réflexion, parce qu'on parle de leaders charismatiques et emblématiques, des gens comme Steve Jobs, des gens comme Mark Zuckerberg, des gens dans le domaine social comme Mère Teresa ou l'abbé Pierre. Tout ça sont des figures extrêmement fortes. Et puis à l'opposé, on parle de managers comme des petits faiseux, des gens qui organisent le travail, qui sont dans le faire, le contrôle, la mise en place de plans d'action. Et moi je considère qu'à l'exception de quelques grandes entreprises qui ont peut-être le luxe d'avoir des grands leaders qui inspirent mais qui ne s'occupent pas des détails et des managers pour faire, dans la plupart des entreprises, et notamment les entreprises de taille intermédiaire, chacun à son niveau peut et doit être les deux. Effectivement, j'ai 30 ans d'expérience dans l'industrie high-tech, en France, à l'international et aux États-Unis. Donc le management et le leadership sont des choses que j'ai eu l'occasion d'expérimenter dans une dizaine d'entreprises, mais dont la genèse remonte à bien avant, puisque je me suis toujours interrogé dès ma plus tendre enfance sur l'origine du pouvoir et sa légitimité. Et c'est vrai que cette interrogation, elle remonte d'abord à mes parents. Je me disais, mais de quel droit me disent-ils ce que je dois faire et ne pas faire, voire penser, ne pas penser. Ça s'est prolongé avec mes profs. Eux, ils avaient néanmoins la légitimité du savoir, ce qui est quand même une différence importante, en tout cas pour certains. Certains profs étaient un peu contestés. Ensuite, il y a eu effectivement l'entreprise avec l'expérience du management, parfois d'excellentes expériences, où on se dit waouh, j'aimerais bien être comme ça, j'aimerais bien avoir ce savoir-faire et ce savoir-être, être capable de diriger des équipes de cette façon. Et puis parfois des expériences catastrophiques où on se dit mais comment peut-il être là en étant aussi mauvais ? J'ai eu surtout un parcours de développement personnel assez long, puisque j'ai fait une analyse jungienne pendant 15 ans. Comme je le disais dans une interview à Paris, il y avait du boulot. Mais bon, tout ça me paraissait indispensable en fait, pour mettre en place les fondamentaux qui permettent d'avoir un ego équilibré, solide, une maturité émotionnelle qui permettent derrière de manager. Et puis derrière 20 ans d'expérience de management avec des équipes internationales, des équipes distantes, principalement de commerciaux, de marketing, d'avant-vente, mais pas que. Et puis en contrepoint, l'expérience également, ou en tout cas la découverte du sport de haut niveau grâce à ma femme, qui a été pendant 20 ans entraîneur national des équipes de France de natation synchronisée, et grâce à laquelle j'ai eu l'occasion de rencontrer des athlètes de haut niveau et de voir qu'est-ce qui s'établissait comme relation entraîneur-entraîné
entre deux personnes ou entre un entraîneur et une équipe, dans cette volonté de performance et de compétition. Et j'en ai tiré aussi quelques enseignements intéressants pour le monde de l'entreprise. Voilà un peu le... Très bien, donc on voit l'importance effectivement de l'inspiration des gens qui nous entourent, que ce soit les athlètes, que ce soit l'environnement managérial. Je vous le disais, le mentor, c'est quelqu'un d'essentiel. Même si on ne le connaît pas, les inspirations qui en découlent sont vraiment essentielles. Le leadership pile et face est un livre en construction. Voilà un peu le parcours et le chemin qui m'a amené à réfléchir et à écrire, puisque effectivement j'ai un livre en cours qui s'appelle le leadership pile et face sur le sujet. Et c'est le concept du leadership pile et face. On doit être un leader inspirant, on doit être un manager exigeant, et il est bien d'y ajouter une troisième dimension, c'est d'être un coach bienveillant. Donc un bon leader, c'est quelqu'un qui pour moi assemble ces trois dimensions, c'est pas quelqu'un qui est que sur la première, c'est-à-dire qu'il a la capacité à faire en sorte que les gens se lèvent, que les gens le suivent, d'inspirer les gens en donnant du sens aux choses, en mettant les choses en perspective, en faisant preuve d'optimisme, de dynamisme, de créativité, d'intuition, en étant la personne qui casse un peu les règles établies, est capable de sortir du cadre. Et le leader, il est plutôt quelqu'un, je le répète, qui est suivi parce qu'il donne du sens aux choses. Mais si on n'est qu'un leader, on va, à mon sens, pas très loin, en tout cas dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il faut être aussi en même temps un manager, parce qu'il faut organiser les choses, il faut passer à l'action. Donc il y a un moment, il faut mettre les choses sous forme de processus. Il faut mesurer, il faut organiser. Et donc là, le manager est moins suivi que obéi. Donc voilà, c'est toute la différence, à mon sens, entre les deux. Il est plus dans l'économie, il est plus dans l'efficience, il est plus dans l'efficacité, il est plus dans le fait de ne pas prendre de risques, d'obtenir des résultats. Là où le leader est capable, au contraire, de prendre des risques pour aller explorer des sentiers nouveaux. Et c'est cette convergence ou cette complémentarité de ces deux personnages, de ces deux figures d'un même personnage, qui, à mon sens, apporte l'engagement des collaborateurs. Et j'y ajoute cette troisième couche, c'est le coach, c'est-à-dire la position d'un coach au sens réel du terme. Si on a la maturité et l'expérience, à la fois, je ne dis pas académique nécessairement sur le sujet, mais au moins émotionnel, je pense que c'est important de se mettre dans une posture qui permet aux gens de se développer, de les mettre en situation de prendre des responsabilités, de trouver leur chemin, dans une bienveillance importante, sans leur dire ce qu'il faut faire, mais en les mettant, en leur servant de miroir, en les mettant face à eux-mêmes, et en leur donnant une chance de se trouver. Pour moi, le bon leader, c'est celui qui sait assembler ces trois dimensions, d'être le leader inspirant, le manager exigeant et le coach bienveillant. Ce qui n'est pas fréquent. Très bien, ça donne un petit peu de travail à tous les managers et les leaders de demain. Effectivement, on se rend compte qu'incarner ce que l'on dit, ça apporte un management humain. Et je pense que vraiment c'est la clé de la stratégie commerciale et managériale de demain. Justement, avec toutes ces expériences que vous avez, Gabriel, on se rend compte que finalement vous n'avez pas encore trouvé sur les réseaux, sur Internet, finalement, ce qui permettait d'allier ces trois compétences avec bienveillance. Et c'est pour ça que vous avez créé l'Académie Transformation, qui réunit à la fois l'engagement et la performance commerciale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Donc, effectivement, j'ai créé une société qui s'appelle Transformation, parce que ma vie a été une suite de transformations. C'est pour ça que transformation s'écrit au pluriel d'abord. Une suite de transformations depuis la tendre enfance jusqu'à l'âge avancé qui est le mien aujourd'hui. J'ai toujours tâché aussi de transformer les organisations, les personnes que j'ai rencontrées. C'est vrai aussi dans la vie personnelle. On transforme ses enfants en leur permettant de grandir et à chaque moment de quitter leur peau d'avant pour, à l'image d'un serpent qui grandit ou d'une chenille qui se transforme en papillon, de se transformer pour atteindre un niveau de maturité, d'épanouissement supérieur. Donc c'est un mot que j'aime beaucoup. Alors transformation, moi je l'écris avec 2 7 à la place des 2 T, parce que le 7 est aussi un chiffre plein de symboles, de symboliques. Il y a les 7 couleurs fondamentales, les 7 notes de musique, c'est
un chiffre qui a pas mal résonné dans ma vie. Et donc la transformation ou les transformations, pour moi, sont indispensables pour obtenir la performance. Et l'enjeu, la vocation de cette entreprise, transformation, c'est la performance de l'entreprise. Et pour moi, cette performance, elle dépend de deux choses. Le premier capital de l'entreprise, c'est l'humain. Donc il y a une étude, je crois que c'est Pricewaterhouse qui a fait cette étude, qui a mesuré l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise au niveau mondial et au niveau européen. L'engagement est mesuré, je crois, au niveau mondial à 62% et au niveau européen à 52%. Ce qui veut dire que 50% des gens, grosso modo une personne sur deux, va bosser pour aller chercher son chèque sans s'engager réellement dans l'entreprise. Et donc pour moi, le premier facteur de réussite de l'entreprise, c'est la capacité qu'elle a à donner du sens, à faire en sorte que les gens, ses collaborateurs, s'engagent dans l'entreprise. Ça veut dire quoi s'engager ? Ça veut dire dépasser le cadre de son travail, ça veut dire donner du sens à sa mission, y mettre des valeurs, dépasser l'intérêt personnel pour l'intérêt général. Et le ressort essentiel pour faire en sorte que les gens s'engagent, eh bien, c'est justement le mode, le style, les méthodes de leadership, de management et de coaching en leader dans l'entreprise. Donc ceci explique cela. Je considère que sans un management adéquat, sans un leadership adéquat et sans une dimension de coaching, les gens ne s'engagent pas. Et c'est ce que j'essaie de faire moi, humblement dans ma carrière avec mes équipes. Le deuxième pendant de la performance de l'entreprise, c'est la performance commerciale. C'est bien que les gens s'engagent, qu'ils soient à fond dans l'entreprise, qu'ils y aillent avec enthousiasme le matin et qu'ils aient du mal à en partir le soir parfois. Donc ça, c'est super. Mais la performance commerciale, ça reste quand même là où le bas blesse souvent. Et là, c'est le deuxième pendant où je considère qu'il faut s'appuyer sur un certain nombre de modèles, un certain nombre de méthodes pour éviter de simplement faire confiance à la chance ou à la bonne fortune pour réussir. Et donc, la deuxième activité de transformation, c'est la Transformation Academy qui a développé un site de e-learning pour apprendre à créer sa boîte, à développer son marketing et à conclure des ventes. C'est accompagner les jeunes et les moins jeunes qui veulent démarrer, partir, mais sur le bon pied. Alors justement, le bon pied, qu'est-ce qui ferait que le pas de plus, ça soit le bon ? Qu'est-ce qui ferait que le pas de plus, ça soit le bon ? Moi, j'ai un slogan à transformation qui est « You're just one transformation away ». Ce qui n'est pas loin du même concept, c'est-à-dire que je crois beaucoup aux petits pas. Je crois beaucoup que se fixer des objectifs ambitieux, c'est une chose. C'est intéressant de réfléchir à très long terme, mais je suis aussi dans une logique de dire mais qu'est-ce que je vais faire cette semaine ? Les gens peuvent prendre, et je les encourage à le faire, chaque semaine un engagement de ce qu'ils vont faire. En disant cette semaine, voilà ce que je vais faire. Je vais étudier mes futurs clients, analyser mon client idéal, et donc je vais rencontrer trois prospects pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Cette semaine, je vais ouvrir mon compte bancaire pro. Cette semaine, je vais réfléchir à mon tarif. Cette semaine, voilà, politique de petits pas, parce que aussi loin qu'on veut y aller, c'est toujours simplement un pas après l'autre. Un pas à la fois, et le pas de plus commence aujourd'hui. Alors effectivement, dans toute cette démarche, on se rend compte que l'objectif est essentiel. D'ailleurs, vous pourrez regarder ma prochaine vidéo relative aux objectifs et comment les atteindre. Moi, j'ajoute toujours une dimension de récompense. C'est vrai que quand on établit un objectif, il est intéressant d'établir dès à présent, au même moment, quelle va être la récompense. Parce que faire des petits pas, ça peut être parfois épuisant, et avoir des moments de satisfaction et s'auto-congratuler, ça a un effet vraiment intéressant. Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué, Gabriel ? Je m'auto-congratule très souvent. Non, je reconnais dans votre approche quelque chose de très américain. C'est vrai qu'en France, on voit toujours le verre à moitié vide. Aux États-Unis et au Canada où vous vivez, on voit toujours le verre à moitié plein. On encourage les enfants à recommencer, s'ils ont raté, à se donner une deuxième chance, une troisième chance. En France, échouer, c'est terrible. Si on échoue en tant qu'entrepreneur, on est fini, on est parfois ruiné, mais on est surtout fini moralement sur le monde du travail. On se dit, ouais, j'ai raté. Aux États-Unis, un bon entrepreneur qui n'aurait pas raté n'est pas crédible.
Parce que c'est une expérience, on apprend plus de ses erreurs que de ses succès. Donc c'est important de savoir rater, rapidement. Hein. Plus on rate rapidement, plus on a des chances de se relever et de réussir. Et oui, moi je suis tout à fait de culture franco-américaine, je me considère à 50% américain. Et j'aime beaucoup, c'est vrai dans le sport, je le vois avec ma femme, la capacité à congratuler, à dire c'est bien avant de dire ce qui ne va pas, c'est fondamental. En France, on dit oh, t'as raté, regarde, mais tu as fait de travers. Aux États-Unis, on dit bah, c'est super, tu t'es vraiment défoncé, t'as essayé, mais là, tu pourrais peut-être améliorer ça et ça. Et féliciter d'abord, encourager ensuite, c'est fondamental pour se donner du jus, pour se donner de l'énergie pour poursuivre. Merci beaucoup Gabriel. Merci de votre visite. Pour cette incroyable interview. Je vous invite à commenter cette vidéo si vous avez des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et si les gens ont des questions à me poser par votre intermédiaire, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous et puis à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.